Alors, juste avant de coder, la partie qui va être la plus sensible, entre guillemets, donc on va avoir le data feature, on va avoir les shaders ici, et Maps Baker ici. Donc pour faire le lien, c'est notre classe data feature qui va faire le lien, dans laquelle on va stocker donc dans une liste de fichiers, que les fichiers qui vont avoir une case à cocher. Je décale juste un peu, voilà. Que ce qui est une case à cocher. Pour faire le lien, ce qu'on va faire, pour faire le lien, donc là on est dans la classe shader, et là on est dans la classe Maps Baker. Dans la classe Maps Baker, on a la clé, ici qui est biais diffuse, et on va venir la comparer dans une boucle à la liste des clés de ce dictionnaire. On va vérifier dans une première boucle si la case à cocher est cochée. Donc si elle est cochée, on va l'utiliser. Si elle n'est pas cochée, on va la supprimer directement. On va supprimer de l'entrée de ce dictionnaire. On va supprimer l'entrée, tout simplement. Ensuite, on va faire pareil pour la classe shader, sauf qu'il n'y a pas de case à cocher dans la classe shader. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a utilisé la même clé ici que la clé de la classe MassBaker. En fait, c'est cette clé-là qui va faire le lien entre les deux. Ici, j'ai bvertex dans la classe vertex CD, qui est la base color, et j'ai le bvertex ici CD, qui est la base color texture. Alors, la valeur ici, c'est le nom de l'attribut qu'on a récupéré pour la map. Ici, j'ai bvertex CD, donc c'est la couleur ici, la case à cocher, bvertex CD le booléen, et le vertex color, c'est le svertex color, c'est le nom color qu'il y a ici. C'est le nom color c'est la valeur de l'attribut. Et c'est ce color là qu'on va utiliser et qu'on va se servir pour remplacer le $SChannel. Donc c'est le lien en fait, c'est comme ça qu'on va le faire. On va prendre le booléen, donc la case à cocher. On va voir si elle est cochée. Si elle n'est pas cochée, on la supprime directement de ce dictionnaire. Et ensuite, dans une deuxième boucle, on va vérifier si, par exemple, le bdiffuse est dedans. Si le bdiffuse est coché, mais qui n'est pas dedans, ça va générer une erreur. C'est pour ça qu'on fera une try-catch. Mais si le bvertex CD se trouve du coup dans MassBaker, il est coché et il est ici aussi, à ce moment-là, on va la traiter, on va faire tout ce qu'il faut derrière, on va remplacer le channel par color dans la boucle et on va aller créer nos nodes avec ce qu'il faut. Et pareil pour la deuxième itération, la deuxième boucle, on va prendre par exemple l'ambiance occlusion, donc BAO, il est coché, très bien. On va aller vérifier si il est coché ici aussi. Ok, donc ça ne génère pas d'erreur, on continuera la boucle et on va venir remplacer le B-channel par ce qu'il faut. Donc là, ce sera AO. On va remplacer par ça, AO. Et dans le shader et dans le node shader qu'on va créer, on va mettre dans l'ambient occlusion texture qui est le nom de l'attribut, on va mettre la valeur AO. Dernier cas, si jamais on a par exemple le B alpha, donc le B alpha, on va dire qu'il est coché. Le B alpha est coché. On va aller vérifier dans les shaders, du coup, on n'a pas de B alpha, donc là, on va générer une erreur, on va pas traiter l'information. Malgré qu'elle soit cochée, mais on mettra un message dans le catch en disant attention, cette clé du dictionnaire n'est pas connue, c'est-à-dire la clé B alpha n'est pas dans le shader. Voilà. Maintenant la pratique. Avant de continuer, j'ai ouvert sur la gauche ma classe de base, Node, ma classe mère, et ma classe enfant, ma classe shader. Je voulais présenter au niveau des classes abstraites la façon dont on allait faire. En fait, ce que j'ai écrit là, c'est faux entre guillemets, parce que normalement dans les classes abstraites, on est censé marquer pass, ne rien marquer ici, mais toutes les méthodes qu'on va avoir, on va devoir les implanter dans les classes enfants. Et j'allais expliquer méthode par méthode pourquoi, mais là j'ai pu avoir le temps de se tourner les vidéos, donc on va la faire version un peu plus courte pour le dev, comme ça on aura le temps de mieux faire tout ce qui est cinématique et autres. Alors, dans la classe Node, il n'y a pas grand chose à changer. On peut enlever le ABC qui est ici, on peut enlever le from ABC import abstract method. On va développer comme si c'était une classe standard, juste une classe de base sans qu'elle soit abstraite. Et on supprime tous les abstract méthodes. C'est juste ça. Parce que si jamais on fait Shift V sous Genie, qu'on cook, il va nous créer une erreur en disant qu'il ne peut pas instancier de classe abstraite. Parce que justement, on n'a pas implémenté ici toutes les méthodes qu'il y a dans la classe de base. Et dans la classe de base, on est censé mettre juste pass, ne pas définir une méthode. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pas le temps de bien expliquer. Maintenant, si je fais Shift V dans les PDG, voilà, ça fonctionne. Je retourne sur le Maps Baker pour le garder sur le coin à droite pendant qu'on va écrire le code.
notre classe DataFetcher qui est ici. Donc nos classes sont bien instanciées. Alors, on va créer une méthode TextureFiles. Pas de propriété, c'est vraiment juste une simple méthode. Def texture underscore files, entre parenthèses self, et elle va renvoyer une liste. Et cette liste de fichiers, on aura déjà remplacé le $channel par la bonne map si la case à cocher est cochée. Liste. Ensuite, on va avoir besoin d'une variable locale, file, qui va représenter le nom du fichier. Donc pour l'instant, j'initialise avec rien dedans. On va avoir besoin de files au pluriel, c'est-à-dire une liste de fichiers. C'est la liste des fichiers qu'on va retourner. Chaque fichier, ce sera chaque case à cocher. J'initialise le tableau vide. Je viens décrocher. Et enfin, on va ajouter une variable locale, passName. Égale, et on l'initialise à vide. Ce passName va nous permettre de stocker le chemin complet avec, à la place du $channel, le bon nom de la map qui est ici. C'est parti pour la première boucle. Au final, il n'y en a qu'une normalement. Au final, il n'y en a qu'une. J'ai simplifié l'approche. Alors, for k, virgule value, in, et là, on va aller récupérer notre dictionnaire de notre data class. La data class MapsBaker, celle-ci. Alors pour l'instant, on n'a pas créé de propriété, donc on va créer rapidement une propriété. Base property. Def. Alors, data class MapsBaker. Sans le underscore. Self. Et là, je retourne la classe MapsBaker. Ensuite, je fais return. Et on va mettre l'attribut privé. Self.underscore. Data class MapsBaker. Très bien. Maintenant, si je fais CTRL espace dans la boucle, que je fais self. Dans les data classes, j'ai bien la data class MapsBaker avec la clamolette, qui est la propriété. Et maintenant, si je fais un point, je vais avoir accès à @parms. Moi, ce que je veux, c'est le dictionnaire, c'est parms. Et comme c'est un dictionnaire, il faut marquer .items. On va avoir l'intelligence items. Et le fait que l'intelligence sort par rapport au dictionnaire, c'est parce qu'on a marqué ici le retour. On a marqué un type de retour. Alors, c'est dans la classe de base, dans la classe mère node. On a parms, on a type de retour dict. C'est pour ça que du coup qu'on a l'intelligence. Je remets dans le data fetcher. Donc là, on a notre data class, on liste toutes les cases à cocher. Parce qu'on a tous les noms des attributs. On va tester, la première chose à faire, c'est de tester si la case est cochée, oui ou non. Alors, if self.nodeHoudini_MapsBaker. Donc là, on récupère le node Houdini. Le node Houdini MapsBaker, ça va être notre propriété ici, qui est notre attribut privé de classe MapsBaker, qui est le node physique ici, celui-là, le MapsBaker. Qui est celui-là, notre MapsBaker. On récupère, alors on va vraiment lire ce qu'il y a dans Houdini. Ce qu'il y a dans le node Houdini. Là, je fais un point, et on va marquer parm. Alors, il n'apparaît pas, le parm, mais il fonctionne. Il n'apparaît pas dans la documentation de SideFX. Il est au niveau de la classe OU, mais ils l'ont pas mis au niveau de la classe OU.node, mais ça fonctionne. Donc, on va marquer key, qui est la clé de notre dictionnaire. Alors, c'est peut-être mieux si je sépare en deux. Je vais récupérer MapsBaker, je vais le mettre en bas, comme ça je montre en même temps. Donc, dans la boucle, la clé qu'on a ici dans notre dictionnaire, c'est notre data class MapsBaker qui est celle-ci. Donc, on va récupérer cette clé bdifuse. On va tester le bdifuse qui est ici, s'il est coché ou non. Et à la boucle suivante, on testera le normal map, ainsi de suite. MapsBaker, entre parenthèses, key, et on fait .eval. Sinon, on a l'objet et on n'a pas la valeur. Sinon, on a l'objet case à cocher, mais on n'a pas sa valeur. Je mets 2 points. Donc, si elle est cochée, moi, je veux marquer qu'elle soit cochée. On va faire un print pour tester. On va imprimer la clé. Ah, je retourne rapidement dans les PDG. Allez, je manque d'espace sur l'écran. Hello D0. Si je fais Shift V. Ah, là, il n'imprime pas parce qu'on n'a pas appelé la méthode encore. Texture Files, on n'a pas appelé. On va l'appeler dans le constructeur ici. Ici, on va faire self. Texture Files. Avec des parenthèses parce que c'est une méthode. Si je fais Shift V. Très bien. Donc j'ai vertex à haut normal. Je vais repasser sur la
sur le Maps Baker. Si je sépare encore l'écran en deux, j'ai plus de place, on voit plus le texte. Si je split encore l'écran en deux. Alors normalement on est censé avoir normal map, vertex et AO. Donc dans le print on a normal map, vertex et AO, parfait. Si j'en coche une autre, je vais cocher word normal. Ah, je vais vraiment faire ça par contre du coup, on va faire pas mal de tests. Et les autres notes que vous voyez à côté, c'est pour la suite. C'est pour ça que j'essaie de faire assez vite en présentation niveau tech pour qu'on s'amuse après sur UE. Alors, LOD0, et là si je fais Shift V, super, j'ai le word normal qui s'est ajouté. Ça semble fonctionner. Maintenant, on va créer notre pass name. On va venir modifier le $channel. Alors, ça je peux le supprimer. Je vais taper pass name, la variable locale, égale, parce que là, la case est cochée. Ça ne s'affiche que si la case est cochée, on est dans le if. Self.node underscore Houdini Maps Baker. On récupère on récupère le node Maps Baker, le nôtre ici. Le node physique. Et on va récupérer le nom de la map, color ici. Le nom de la map, c'est sVertexColor. La case à cocher, c'est bVertexCD. Et nous, on a en fait notre dictionnaire key qui est ici bVertexCD. Donc actuellement, c'est la clé qu'il y a ici. Et la valeur de la clé, ben, c'est le sVertexColor. Donc on va récupérer la valeur, on va récupérer par rapport au nom de l'attribut VertexColor, on va récupérer le nom de la map. Donc mapsbaker.parm. Entre parenthèses, on met la value. On va récupérer le sVertexColor et le point eval. On va récupérer le nom qui a marqué ici, color. Et on va faire un print. Comme ça, on teste pas à pas. Print pass name. Si je fais Shift V, voilà, j'ai normal color AO. Alors j'ai modifié la color, je vais ajouter n'importe quoi derrière. Save and continue. Parfait, color avec n'importe quoi derrière. Ça fonctionne. C'est vraiment pour rester dynamique, pour éviter qu'on ait à coder quoi que ce soit vraiment cette interface qui va définir ce qu'on exporte et le nom des maps qu'on va exporter, le nom des textures qu'on va exporter. Prochaine étape, on a récupéré le nom. Très bien, maintenant, on va remplacer le $channel par le nom du vertex color, par le nom de la map qu'on doit exporter. Pour ça, on va utiliser la variable locale file, mais on va aussi faire une petite méthode dans laquelle on va venir lire le s output directory. De mémoire, c'est s output directory, si je me souviens bien, c'est ça, s output file. C'est le nom de l'attribut est s output file. Alors, on va créer une propriété @property def output underscore folder, entre parenthèses self. Il va avoir comme type de retour str, une chaîne de caractères. Et là, on va faire return self.underscore. On va récupérer notre node Houdini Maps Baker, puisqu'on doit lire cette information-là du node physique. .parm. Donc il apparaît pas, mais il existe. Alors du coup, ce qu'on va faire rapidement, juste dans la classe, pas data, mais dans la classe node Houdini Maps Baker, on peut ajouter en commentaire, triple guillemet, .parm is available but not in doc. Ce sera indiqué. Je vais faire .parm. Et en paramètre, on va mettre en dur. Il y a d'autres moyens de le faire, mais là on va le marquer en dur pour aller un peu plus vite. On va marquer s output file, le nom de l'attribut. .eval. Si je fais Shift V, normalement je ne dois pas avoir d'erreur. Super. Donc maintenant, on va utiliser la variable locale file dans la boucle, égale. Et là on va faire self.output folder. Donc la propriété qu'on vient de créer, c'est celle-ci. Donc on va récupérer la valeur de l'output directory, donc la valeur du parm. .replace.
j'ouvre une parenthèse, je vais récupérer, alors je copie-colle directement $channel, parce que c'est cette valeur-là qu'on doit changer dans la chaîne de caractères. Entre guillemets, $channel, virgule, et on va mettre le pass name. Pass name. Le pass name qui est color, AO ou normal. Donc à chaque boucle, ça va être remplacé. Maintenant, on va faire un print juste sur file pour voir ce qu'on a à ce niveau-là. Je fais Shift V. Voilà, donc on a vraiment le chemin complet, user Sébastien, for you, astéroïde, texture, T astéroïde. Alors j'ai ajouté un T en préfixe, ça je vous le montrer après. Et aussi la LOD1 et à la fin AO, ok, ça c'est bon. J'ai fait aussi une modification sur l'export d'FBX, mais ça je montrerai après si je ne l'ai pas montré, je ne me souviens plus si je l'ai indiqué ou pas dans la vidéo, pour éviter les erreurs dans Unreal. Je crois que je l'ai montré, je le remontre maintenant, c'est jamais. Dans le output file, j'ai juste ajouté un T. Liste expression pour l'avoir en entière. Ouais, j'ai juste ajouté un T. Le T, c'est pour coller à la convention de nommage de Unreal. C'est pour ça le post-it ici, le T. Faut pas oublier de le préciser. Donc on continue. Donc print files, là on est bon. Ensuite, notre chemin est correct. On va utiliser notre liste files ici. On va faire files.append. Et on va ajouter notre fichier. File. C'est maintenant qu'on va faire notre try-catch où on va comparer ce dictionnaire de MapsBaker au dictionnaire de Shader, voir que les clés correspondent. Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas les mêmes clés. Voilà, on va comparer les deux dictionnaires qui sont ici les deux clés. Et si les clés sont dans les deux dictionnaires, c'est bon, là, c'est activé. Et la clé de base qui va être mandataire, qui va justement décider oui ou non si on compare ou pas, c'est celle-ci, celle du MapsBaker, avec la case à cocher. Alors, je vais marquer try, toujours dans le if 1. Deux points, et là on va faire self. On va aller chercher notre classe data shader, self.data class shader. Ah, on n'a pas créé des propriétés, c'est ce que je regardais. On va créer des propriétés rapidement. Je vais récupérer la première classe data class MapsBaker parce qu'elle est déjà créée. On va juste changer le nom pour aller plus vite. Je vais la mettre en dessous. Et nous, c'est data class shader. Et là, par contre, le type de retour, c'est shader qu'on renvoie, c'est pas MapsBaker. Maintenant, on accède à la propriété. Donc, j'ai bien ma propriété data class shader. On va faire point. Et on va utiliser la propriété addParm. Entre parenthèses, il nous faut la clé du dictionnaire et la valeur. Alors, la clé du dictionnaire, on va récupérer le dictionnaire complet, donc le parms ici. Le parms ici, on va faire self.dataclassShader. Parms avec le S. Et là, on va utiliser un pop. Le pop, ce que va faire le pop, il va supprimer la clé, mais en la supprimant, il va nous renvoyer une valeur. Donc du coup, cette valeur, il va l'enlever et il va l'ajouter au dictionnaire général. Ce qui se passe, en gros, on va lister, voir si la clé existe. Si elle existe, il va l'ajouter à son dictionnaire. Mais si elle n'existe pas, il va faire une erreur. Donc c'est comme ça qu'on va comparer. Si la diffuse est cochée et que là j'ai pas la diffuse, c'est pas compatible, donc ça va pas marcher. Donc je trouve pas la même clé, donc je la fais sauter. Et je génère l'erreur. Par contre, si elle y est, je la supprime et je l'ajoute directement dans le dictionnaire général. On va ajouter la clé, popkey, virgule, file pour la valeur. Ce qui se passe, ici je vais avoir le bvertex cd, donc la clé, pendant la boucle qui va tomber à un moment donné sur cette clé. Cette clé, elle est cochée OK, on a passé le if, donc on construit le chemin, on supprime le channel. Et là, on va faire dans la classe shader, donc dans ce dictionnaire-là, on va aller chercher la clé, bvertex cd, elle existe, on a de la chance, elle existe. On va faire un pop, donc on va la supprimer. C'est-à-dire qu'on va supprimer la clé, et en supprimant la clé, on va retourner cette valeur texture. C'est ce que fait pop. Pop, il supprime la clé, il renvoie la valeur.
Donc on va se retrouver à la place de vertex CD. On va avoir un dictionnaire qui va être comme ça. Après, je supprimerai, pas besoin de coller, de faire ce que je fais après, je supprimer. Donc en fait, vertex CD, il va sauter. Hop, on va avoir le base color à la place. Et la valeur, ici, on va mettre le files. Donc le file, c'est notre chemin complet qui pointe vers notre texture. Donc du coup, ici, on va avoir, hop, si je vais là, voilà, on va avoir user Sébastien, blablabla, AO. On va avoir cette valeur ici. C'est la valeur qu'on a dans files. Donc l'avantage du pop, d'utiliser le pop là, c'est qu'il va supprimer la clé vertex CD, la clé ici vertex CD du shader. Il va mettre base color texture à la place, donc sa valeur. Et nous, ensuite, par-dessus, on va lui mettre en file comme valeur la bonne texture à aller récupérer, à aller chercher sur le disque dur. C'est la mécanique, c'est un peu tricky, mais ça fonctionne. C'est vraiment la partie la plus complexe. Et maintenant le catch, pareil, il y aura juste une ligne dans le catch, on va faire un print. Alors quand je dis catch, c'est except, catch c'est sharp. Except, et on va marquer print, on va en faire juste un print. Alors F pour le format de data, je vais marquer data underscore fetcher, le nom de la classe. On va marquer you espace parm, et là on va mettre la clé. C'est embêtant la LED. Je mets des brackets, et je vais marquer key. Ce qui est bien, c'est que dans la boucle, on teste rapidement si la clé elle existe. Si elle existe, on supprime la valeur de la clé, pvertex, on met base color, et on met à la place de la valeur ici, on va mettre la valeur de file, le chemin complet du fichier à aller chercher. Et si la clé n'existe pas, il fait l'erreur, il nous dit attention, je ne connais pas cette clé. Il faut mettre ça en place parce qu'il peut y avoir une erreur. Si ici on a un BGFuse et que là, j'ai pas le BGFuse, il va planter, tout simplement. Et le programme va s'arrêter. Donc on sait qu'il y aura des erreurs, on sait que tout sera pas, que toutes les textures, il faudra qu'on les intègre ici, mais c'est pas le but non plus. Pour l'instant, dans la code 3, on va pas tout mettre. Et dernière instruction, on va marquer return et on va renvoyer le files, la liste des fichiers. Cette liste. On va faire un print juste avant le return. On va faire print files, voir ce que ça donne. Très bien. Alors là, on a les crochets, c'est un tableau. Ça semble bien. Alors ce qu'on va faire, on va faire une classe utilitaire qui va nous permettre de mettre en forme ces données, de les afficher correctement, parce que là, c'est illisible. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, on va faire une petite classe utilitaire, même pas 10 minutes, une petite classe utilitaire rapide. Quand ça servira, on va créer une classe statique, on n'aura pas besoin d'un instancier, on marquera directement par exemple utils.print, et on mettra le file dedans. Dans ce print là, on va faire ce qu'il faut pour que ça s'affiche correctement, et pas toutes les valeurs les unes à la suite des autres. Pour la classe utilitaire, alors on va ajouter une classe, alors je vais fermer déjà MapsBaker et Shader, pour l'instant on n'a plus besoin. Agrandis un peu. On va ajouter une classe qu'on va nommer utils.py. Dans cette classe utils, elle va être très très courte. On va marquer classe, c'est 2 lignes, classe utils. On va marquer @static method. On va marquer defprint. Je vais marquer var pour variable, c'est en fait ce qu'on va passer en paramètre quand on va faire le print. Et là, on va faire juste if isInstance, tout simplement. Alors, ce qui nous intéresse, ça va être le if isInstance pour le dictionnaire. Alors, je vais marquer if isInstance. Et là, on va lui indiquer var. On veut qu'on teste cette variable et on veut tester le type si c'est un type dictionnaire. Donc, si c'est un type dictionnaire, on va faire juste une boucle, on va faire for key, virgule value, in var, point items. On va juste faire un print, le format, donc F, j'ouvre les guillemets, je vais marquer key, deux points espace, les accolades, key, je fais deux espaces, un signe au moins, deux espaces, value, deux points espace, pareil, accolade et value.
Donc dans l'init, on va marquer from utils. Importe utils, la classe avec un U majuscule. Et dans le data feature, je vais l'importer, je vais marquer virgule utils. Et à la place de faire print, comme c'est une méthode statique, on n'a pas besoin de l'instancier, de marquer égal, tout ça, on va faire directement utils.print. On va récupérer le dictionnaire, le save data maps baker.parms. Pas besoin de mettre le items parce qu'on le fait dans notre boucle de utils. Il faut ajouter dans le fichier ici .py, alors je vais rétrécir ça. Hop. Dans les fichiers à importer, il faut ajouter notre fichier utils. Je vais marquer virgule utils.py. Je sauvegarde. Je fais Shift V. Et voilà. On a notre dictionnaire avec mise en forme, avec la clé et la valeur. Donc c'est déjà plus lisible. On va juste faire pareil pour la liste et c'est bon. Bon, ça prend même pas 5 minutes. Je vais l'ajouter avant. Alors, c'est pas une instance de dictionnaire, mais c'est une instance de liste. Et pareil, on va faire for item in var. Print f, j'ouvre les guillemets. Et là, on met directement l'item. Item. Sauter quelques lignes. Dans le data feature, on va mettre juste file. On va juste mettre files au pluriel. Si je fais Shift V, voilà, on a toute notre liste qui est ici. Voilà pour la classe utils, on peut la fermer. Maintenant, la dernière classe qui reste à coder est la classe NodeBuilder. Je la présente ici, on va la recoder ensemble. Elle est très courte, hein, il y a à peine 72 lignes encore. On a sauté des lignes. Après, même là, j'optimiserai les imports, ça c'est un peu fait à l'arrache. Et cette dernière classe va créer les nodes Python. Là, on a toutes les informations avec le data feature. Et avec le node builder, on aura de quoi tout créer en fait, ce qu'il nous faut, les bons nodes avec les bonnes références aux bons fichiers. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.